On se retrouve aujourd'hui pour cette quatrième colle ensemble. L'objectif, ça va être de travailler la diagonalisation. À la fin de cette colle, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on montre qu'un endomorphisme est diagonalisable, et on va voir quelques questions classiques. Je vous propose un exercice inspiré d'un sujet qui est tombé à l'EDEC en 2014. Comme d'habitude, vous le trouverez au format PDF dans la description. Je vous propose de le préparer et on se retrouve tout de suite pour faire la correction ensemble. Et si tu vises HEC aux oraux des écoles de commerce, tu es au bon endroit. Avec mon colleur, tu peux passer une colle ou générer un plan détaillé en AGG, en ESH ou en culture générale. Et tu peux même découvrir des centaines de colles déjà corrigées dans la bibliothèque, comme par exemple sur un sujet comme la finance verte, sur lequel tu auras une correction, des scores, ton plan détaillé et des indications sur ton temps et ton débit de parole. Alors n'attends plus et rejoins-nous directement sur moncoleur.fr. Cette première question est une question de cours et elle nous donne l'opportunité de rappeler les deux conditions nécessaires et suffisantes de diagonalisabilité que l'on connaît. Soit f, un endomorphisme de Mn de R, on dit que f est diagonalisable lorsque ses sous-espaces propres sont supplémentaires dans E, donc ici E c'est Mn de R. On peut réécrire ça comme ça avec la somme des noyaux sur lambda pour lambda appartenant au spectre de f, et ça de manière équivalente, c'est la somme des dimensions des sous-espaces propres qui doit être égale à la dimension de l'espace vectoriel, à la dimension de l'ensemble, c'est-à-dire n carré, qui est la dimension de Mn de R. Cette deuxième question est très classique. Montrer que f est un endomorphisme de Mn de R, c'est une question qu'il faut absolument savoir faire. Il ne faut pas perdre de points là-dessus, c'est un indispensable. Alors comment est-ce qu'on montre que f est un endomorphisme de Mn de R? Il y a deux choses à montrer. D'abord, il faut justifier que l'image de n'importe quelle matrice par f est bien une matrice de Mn de R. Et pour ça, c'est pas très compliqué, il suffit de rappeler que l'ensemble des matrices carrées de taille n est un espace vectoriel. Et donc, trace A fois m moins trace m fois A appartient bien à Mn de R. Et donc, pour tout m appartenant à Mn de R, Fm appartient à Mn de R. Deuxième chose à montrer maintenant, il faut justifier que f est linéaire. Pour ça, on prend une matrice n appartenant à Mn de R et un réel lambda, et on va chercher à montrer que f de m plus lambda n, ou plutôt f de lambda m plus n, est égal à lambda f de m plus f de n. Alors f de lambda m plus n, si j'applique la définition, la caractérisation de l'endomorphisme, ça nous donne ceci, trace A fois lambda m plus n moins trace de lambda m plus n fois A. Je développe grâce à la linéarité de la trace, je vais pouvoir réécrire la partie de droite comme lambda trace ma moins trace n a. Maintenant, je reconnais lambda f de m avec lambda trace a fois m moins lambda trace m fois a, et je reconnais f de n avec trace a fois n moins trace n fois a. On a donc montré que f était linéaire, et on peut donc conclure que f est un endomorphisme de Mn de R. Dans cette troisième question, on nous demande de montrer que f n'est pas l'endomorphisme nul. Alors pour y répondre, il peut être judicieux de se rappeler ce qu'est l'endomorphisme nul. Dans Mn de R, c'est l'endomorphisme qui à toute matrice M associe la matrice nulle. Et donc ici, montrer que f n'est pas l'endomorphisme nul, ça revient simplement à trouver une matrice M dans Mn de R telle que f de M est différent de la matrice nulle. On va donc essayer de trouver une telle matrice M dans les deux cas que l'énoncé nous suggère de distinguer. On commence par le cas trace A égale à 0. Et là, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que si trace A égale à 0, ça veut dire que pour tout m appartenant à Mn de R, on peut réécrire f de m comme moins trace ma, puisque trace AM égale à 0. Et là, ça devient tout de suite plus simple. On peut regarder par exemple la matrice M égale identité, parce que comme A est différent de 0, il suffit de prendre une matrice dont la trace est différente de 0 pour avoir un f de m qui est différent de 0.
et en l'occurrence f de n c'est moins na. Et donc f n'est pas l'endomorphisme nul puisqu'on a trouvé une image différente de 0. On peut donc passer au cas trace A différente 0, et là c'est légèrement plus compliqué parce que je vous le rappelle, l'endomorphisme f il est tel que pour tout m appartenant à Mn de R, f de m c'est trace A de m moins trace m de A. Et donc il faut qu'on simplifie la vie. Alors ici, ce qu'on peut essayer de faire, c'est se ramener un petit peu à une situation similaire au cas précédent. C'est-à-dire qu'on va essayer de choisir une matrice M telle que la trace de M est égale à 0, puisqu'on sait que la trace de A est différente de 0. Donc on peut prendre une telle matrice. Par exemple, on prend M qui appartient au quart de la trace et qui n'est pas la matrice nulle. Une telle matrice existe, hein. Vous savez, vous avez qu'à prendre une matrice avec des 1 partout, sauf sur la diagonale où on met que des 0, et on a bien une matrice M différente de 0, telle que trace M est égale à 0. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de M qui vaut trace M, trace A fois M, pardon, et qui donc est différente de 0. On a donc trouvé une matrice telle que f de M différente de 0, c'est-à-dire que f n'est pas, dans ce cas-là non plus, l'endomorphisme nul, et n'est donc jamais l'endomorphisme nul, quelle que soit la trace de A. Dans cette quatrième question, on nous demande d'établir d'abord que pour toute matrice M, f rond f de M, c'est trace A fois f de M. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend M appartenant à Mn de R et on va tâcher de prouver ce résultat. Alors j'écris f rond f de M, c'est quoi? C'est f de M, évidemment. Or, f de M, c'est trace AM moins trace MA, donc je remplace, et ensuite je vais utiliser la linéarité de f qu'on a prouvé juste avant, pour écrire ça, trace A f de M moins trace M f de A. Et il faut simplifier la vie avec la linéarité et pas refaire plein de calculs compliqués. Ici c'est très direct avec la linéarité. Remarquez que dans la question, je veux trouver trace A f de M à la fin. Et donc, je le repère, et ce que je vais essayer de montrer, c'est que trace M f de A est égale à 0. Bon, il y a peu de chances que trace M soit toujours égale à 0. Donc, je vais m'intéresser à f de A. Et ce que je vois, c'est que f de A, c'est trace A fois A moins trace A fois A. Et donc, ça vaut 0. Et on a bien montré que f rond f de M, c'était égal à trace A de f de M. On peut donc passer à la petite question B, qui nous demande de donner les valeurs propres possibles de f. Autrement dit, on nous demande de localiser le spectre. Ça veut dire qu'on doit dire dans quel ensemble le spectre est inclus. On sait que le spectre est inclus dans R, mais on peut être un peu plus précis que ça. Et en effet, avec la question 4a, on vient de montrer que f carré, c'était trace A fois f. Et donc, on a un polynôme annulateur. X carré moins trace A x annule f. Et vous savez que le spectre est inclus dans l'ensemble des racines d'un polynôme annulateur de f. Et donc le spectre de f est inclus dans les racines de x fois x moins trace A. Je factorise le polynôme pour faire apparaître ces racines. Et donc, le spectre de f est inclus dans l'ensemble 0, trace A. Ce raisonnement assez simple avec le polynôme annulateur, il faut le retenir, il est très très courant. Et dès qu'on vous demande de localiser le spectre, de dire quelles sont les valeurs propres possibles pour tel ou tel endomorphisme, il faut penser au polynôme annulateur et trouver ses racines. Dans cette cinquième question, l'objectif c'est de montrer que 0 est effectivement une valeur propre de f. On sait que c'est l'une des deux valeurs propres possibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que 0 appartient au spectre de f? Ça voudrait dire que la dimension du quart de f, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la valeur propre 0, est supérieure ou égale à 1. Autrement dit, le quart de f n'est pas réduit au vecteur nul. Or, vous vous en souvenez peut-être toujours, on a montré tout à l'heure que f de a était égal à 0, et on suppose dans l'énoncé que a est différent de 0. Et donc, a appartient au quart de f, et le quart de f n'est pas réduit au vecteur nul. Donc 0 appartient bien au spectre de f. L'objectif avec cette sixième question, c'est de montrer que lorsque trace de A est égale à 0, alors f n'est pas diagonalisable. Pour répondre à cette question, on va commencer par récapituler toutes les informations qu'on a.
On sait que 0 appartient au spectre de f qui lui-même est inclus dans l'ensemble 0 trace A. Et donc, si on suppose que trace de A est égale à 0, ça veut dire que le spectre de f est réduit au singleton 0. 0 est la seule valeur propre de f. Or, j'attire votre attention là-dessus, quand on n'a qu'une seule valeur propre, le cas d'un endomorphisme diagonalisable est très rare. En effet, ici, f est diagonalisable si et seulement si le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 est de dimension n carré, est de dimension la taille de l'ensemble, c'est-à-dire ker de f est égal à mn de r, ou dim de ker de f est égal à n carré. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est l'endomorphisme nul, ça veut dire que pour toute matrice M appartenant à Mn de R, M appartient au ker de f de M égale à 0. C'est la définition d'un endomorphisme nul. Or, on a montré que f était différent de 0, et donc f n'est pas diagonalisable. On arrive maintenant à la dernière question, du moins avant la question de Python, et on nous demande quelle est la dimension du noyau de la trace. Alors, on peut peut-être commencer par rappeler ce qu'est l'application trace. L'application trace, c'est une application qui va de Mn de R dans R et qui, à toute matrice M, associe sa trace, c'est-à-dire la somme de ses coefficients diagonaux. Mais la trace, ce n'est pas n'importe quelle application, c'est une forme linéaire non nulle, parce qu'il existe des matrices M, évidemment, telles que la trace de M est différente de 0. Et on connaît un résultat de cours très important sur les formes linéaires non nulles. On sait que le noyau d'une forme linéaire non nulle est un hyperplan de l'espace de départ, c'est-à-dire ici un hyperplan de Mn de R, donc le ker de la trace est de la dimension de Mn de R moins 1, c'est-à-dire n carré moins 1. On peut donc attaquer sans plus tarder la question 7b qui nous demande de montrer que f est diagonalisable. Alors, pour montrer que f est diagonalisable, je vous le rappelle, ce qu'il va falloir montrer, c'est que la somme des dimensions des sous-espaces propres de f est égale à n carré ici. Donc, il va falloir montrer que la dîme de ker de f plus la dîme de ker de f moins trace a fois identité est égale à n carré. C'est notre objectif. Or, on sait que la dimension du ker de f, elle est supérieure ou égale à 1, parce qu'on a trouvé un élément dedans, on a trouvé a. Et ce qui serait bien, c'est que donc on arrive à montrer que la dimension du ker de f moins trace a identité est supérieure ou égale à n carré moins 1. Je vois que c'est un sous-espace propre dans lequel il y a de la trace. On a montré juste avant que la dimension du ker de la trace était n carré moins 1. Je sens qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc l'idée, ce serait de montrer que le ker de la trace est inclus dans le ker de f moins trace a identité. Et si j'arrive à montrer ça, j'aurai bien l'inégalité des dimensions. La dimension du ker de f moins trace identité qui serait supérieure ou égale à n carré moins 1. C'est ce que je me propose de faire, donc pour ça je prends m appartenant au ker de la trace, et je vais essayer de montrer que m appartient au ker de f moins trace a identité. Donc je sais que trace de m est égale à 0, et je vais calculer f moins trace a identité de m, ça fait f de m moins trace a m. Or, f de m, je vous le rappelle, c'est trace am moins trace ma moins du coup trace am, et on sait que trace de m c'est égal à 0, et donc f de m moins trace am, ça vaut 0. Et donc m appartient au ker de f moins trace a de identité, j'ai l'inclusion, et donc la dimension du ker de f moins trace a identité est supérieure ou égale à n carré moins 1. Je vous rappelle notre objectif, c'était de montrer que la somme des dimensions des sous-espaces propres était égale à n carré. Bon, on sait de manière générale, c'est tout le temps vrai, la somme des dimensions des sous-espaces propres est inférieure ou égale à n carré, elle ne peut pas être plus grande. Et là, on vient de montrer qu'elle était supérieure ou égale à n carré. Donc, elle est égale à n carré. Et notre endomorphisme f est diagonalisable. On arrive enfin à la dernière question, une question de Python. On nous demande d'écrire un programme pour calculer la trace de A
sans utiliser np.trace. Évidemment, on importe numpy as np parce qu'on va en avoir besoin et on a alors deux façons d'écrire le programme qui nous est demandé. La première façon, c'est la plus classique avec une boucle. On commence par initialiser la trace, on lui affecte une valeur, 0, et ensuite on rentre dans une boucle. La longueur de la boucle, ça doit être la taille de la matrice A, c'est-à-dire len de A, et à chaque fois, on ajoute le coefficient diagonal à notre somme. La deuxième façon, en fait, c'est la même chose, mais écrit différemment, avec la commande np.sum, qui nous permet tout simplement de faire la boucle à l'intérieur d'une liste, et on prend les AII, le terme diagonal, pour i allant de 0 à la longueur de A moins 1, c'est-à-dire en fait que ça va parcourir tous les coefficients diagonaux. Je vous rappelle qu'en Python, ce qu'on appelle la première ligne ou la première colonne d'une matrice, Python l'interprète comme la colonne numéro 0 ou la ligne numéro 0, et c'est pourquoi pour une matrice de taille n, si je veux parcourir ces n coefficients diagonaux, je dois aller des indices i et i en partant de 0 jusqu'aux indices n-1, et non pas de 1 jusqu'à n, comme je compterais en tant qu'humain. On va vérifier que notre programme marche bien, évidemment. Je vais prendre une matrice M. Alors je vais tout simplement prendre une matrice 3-3 dans laquelle je mets tous les entiers consécutifs de 1 jusqu'à 9 et je vais calculer sa trace avec mon petit programme. Je vois que j'ai bien 15 et si je changeais le 1 en 5, j'obtiens 19. Donc mon programme fonctionne parfaitement. Voilà, on a fini, j'espère que cet exercice vous a plu et surtout qu'il vous a permis de mieux comprendre comment est-ce qu'en pratique on raisonne pour déterminer si un endomorphisme est diagonalisable ou non. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel exercice de colle.